En général, quand on est concerné par le haut potentiel, on sait que, notre tête fonctionne bien. On n'est pas toujours d'accord avec ça, mais en tout cas, on sait qu'on se pose 50 000 questions, qu'on a cette capacité de réfléchir, même parfois ce mental qui nous envahit. On est parfois un petit peu moins conscient que, le corps fait partie également, du reste et qu'il y a pas une tête et puis le reste, le corps et que les 2 vont ensemble et c'est, ce dont va nous parler, mon invitée du congrès d'Ouance, Julie Lassalle. Justement, ce corps qui nous veut du bien, comment faire pour se connecter quand on n'a pas l'habitude, hein, comment faire pour se connecter? Qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter, ce corps? Quels sont les exercices qu'elle peut nous proposer? Je vous invite à nous rejoindre, pour écouter ces, pépites du congrès d'Ouance. À tout de suite. Alors, bah, 1re question, est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux sur le cœur et les surdoués, précisément dans cette catégorie de personnes? Est-ce que vous, dans votre pratique, vous avez observé davantage des maladies auto-immunes, des allergies, peut-être des somatisations, des problèmes de peau? Et puis, bah, surtout, je pense que, puisqu'on est en recherche de solutions dans ce congrès, c'est comment on peut faire face à ça? Oui, alors c'est une grosse question, effectivement. Je voulais juste préciser par rapport à ma profession que c'est la somato-psychopédagogie et pas la psychopédagogie tout court, qui est une autre discipline. Et Mmh. le terme de somato a effectivement son importance, puisque somato, c'est le corps. Et effectivement, toute ma démarche est avant tout corporelle. Voilà, donc par rapport à votre question, alors je ne suis pas médecin, donc c'est vrai que les personnes ne viennent pas me voir spécifiquement pour des problèmes physiologiques comme des maladies auto-immunes ou des problèmes de peau ou ce genre de choses. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi plus des situations de mal-être, des transitions de vie, etc. Donc j'accompagne toute forme de choses. Donc j'aurais du mal vraiment à dire est-ce qu'il y a un lien évident entre toutes ces pathologies dont vous avez parlé et le surdouement. À ma connaissance, il n'y a pas d'études particulières précises, en tout cas qui parlent de ça. Je sais que Cécile Bost l'évoque dans un de ses ouvrages, le lien entre les maladies auto-immunes et le surdon. Je sais aussi que sur le blog Zebra Crossing, il y a quelques liens qui permettent d'explorer un petit peu ces questions. Mais je ne crois pas qu'il y ait d'études vraiment très approfondies, malheureusement, sur le sujet. Par contre, ce que je constate dans ma pratique en cabinet et dans ma pratique d'accompagnement, c'est que, et c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne, effectivement, quand on est sensible partout. C'est-à-dire qu'on est sensible dans ses émotions, dans ses perceptions, et notre corps est aussi sensible. Nos organes sont sensibles. Donc oui, clairement, il y a une sensibilité qui se retrouve aussi dans la matière. Ça, c'est sûr. On en reparlera, je pense. Et l'autre piste, un petit peu, mais qui, elle, par contre, fait l'objet d'études de plus en plus, c'est la piste du microbiote. Vous savez, cette flore intestinale dont on parle beaucoup en ce moment, on dit que le ventre est le deuxième cerveau, on parle de tous ces milliards de neurones qui constituent notre flore intestinale et ce lien permanent entre le ventre et notre tête par l'intermédiaire du nerf vague. Et là, à mon avis, il y a beaucoup de promesses pour une future meilleure compréhension des liens entre notre état de santé et notre fonctionnement cérébral. Je sais notamment qu'il y a des études en cours pour les profils autistiques où on a découvert que les personnes avec autisme avaient un microbiote tout à fait particulier avec ses spécificités, voilà, qui n'étaient pas tout à fait comme ceux des autres. Donc, c'est intéressant de savoir ça et c'est intéressant que les études se poursuivent. Alors, quelquefois, vous allez peut-être m'entendre faire des parallèles entre l'autisme et le surdon. Évidemment, ce n'est pas la même chose, mais j'ai l'habitude d'accompagner des personnes aussi avec autisme. Donc, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. Et
Et je constate qu'il y a effectivement pas mal de personnes à haut potentiel que j'accompagne qui ont des problèmes digestifs et qui ont des problèmes d'immunité. Et on sait que des problèmes digestifs, maintenant, quand il y a par exemple une dysbiose intestinale, c'est-à-dire une perméabilité intestinale, juste derrière, et que les aliments ou les nutriments passent la barrière des intestins alors qu'ils ne le devraient pas, qu'est-ce qui réagit? C'est le système immunitaire. Alors, justement, ça nous mène à, je pense, la question suivante, qui est quel est le lien, selon vous, entre l'hypersensibilité des personnes à haut potentiel et d'éventuelles manifestations corporelles? Oui. Alors, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est qu'on n'est pas sensible tout seul. J'entends par là, on est toujours sensible face à quelque chose. On est toujours sensible en réaction à quelque chose. Donc, soit on peut être sensible on peut avoir une sensibilité, par exemple, une émotion forte face à une personne ou face à une situation ou face à soi, mais à ce que l'on imagine de soi ou à nos propres pensées. C'est aussi une autre altérité, le rapport de soi à soi. On peut être sensible face à un aliment qui ne nous convient pas. On peut être sensible à l'énergie d'un lieu qui ne nous va pas. Il y a toutes ces formes de sensibilité de nos sens ou de notre fonctionnement. Mais c'est toujours en réaction par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Et là, ça me fait penser à Joseph Chovanec, qui est un autiste assez médiatisé également, un autiste Asperger, qui a cette jolie formule dans un de ses ouvrages aussi, dans laquelle il dit « Mais moi, quand je suis dans ma chambre, je ne suis pas autiste. C'est-à-dire que c'est les autres, c'est la norme, c'est la majorité qui me rend autiste. Voilà, moi j'ai mon fonctionnement et je trouve ça vraiment très admirable et très important. Et là, pareil, je prends un cas un peu extrême, mais pour les hauts potentiels qui vivent plus ou moins bien, j'ai aussi envie d'apporter ce message-là. J'ai beaucoup de personnes qui me disent je suis trop sensible, je suis trop émotif. Et c'est vrai que j'ai toujours envie de leur dire non, vous avez votre sensibilité, vous avez votre émotivité, vous avez votre manière de fonctionner et elle n'est que trop si vous vous comparez à une norme. Voilà. Mais sinon, elle n'est pas là par hasard et elle est à entendre, elle est à accompagner, elle est à écouter. Et voilà. Alors, il y avait une personne qui posait une question sur Facebook là, que j'ai retenue qui disait est-ce que par rapport à votre question, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que parce qu'on est sensible, on est obligé d'avoir des somatisations ou des réponses corporelles qui nous dérangent? Alors, j'ai envie de dire oui d'un côté, puisque quand on est sensible, comme je l'ai dit, on est sensible de partout. On sera toujours certainement, on réagira toujours certainement plus fort que d'autres à beaucoup de bruit, à mauvais aliments ou à la bêtise, à la méchanceté. Bien sûr qu'on réagira toujours plus fort. Donc, en ce sens-là, c'est une fatalité, bien que le terme… bon, mais oui, la réponse est quand même oui. Et par contre, non. Si on trouve l'environnement qui nous convient. Ça, je pense que c'est très, très important, ces facteurs environnementaux. Et j'ai présenté mon mémoire de fin d'études en somatopsychopédagogie sur l'accompagnement des personnes à haut potentiel avec les outils de la somatopsychopédagogie. Et à un moment donné, je disais que pour moi, le surdouement, c'était comme une maladie auto-immune. Alors qu'à l'époque, je ne savais, j'avais même pas, jamais entendu parler de ce lien-là. Donc, c'était assez curieux de le retrouver aussi par la suite. Et je disais, c'est comme si toutes les attributs ou le fonctionnement des surdoués, s'ils ne trouvaient pas un bon accueil, un bon terreau pour pouvoir fructifier, grandir, être bien, eh bien, ces fonctionnements se retournaient contre nous. Et je disais, par exemple, voilà, si notre
élan d'action comme ça. Souvent, les personnes au potentiel ont envie de cette curiosité, cette ouverture, cet élan, ne trouvent pas où s'incarner. Eh bien, il peut se retourner et se transformer en procrastination, par exemple. Si cette créativité ne trouve pas sa place, elle peut se transformer en dévalorisation de soi, en autoflagellation. Si notre humour ne peut pas s'exprimer, il peut devenir cynisme, par exemple. Enfin, je sais pas, c'est un peu des exemples comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Je crois beaucoup voilà, à un environnement qui va être favorable et du coup, quand toutes ces caractéristiques que forment notre sensibilité, notre créativité, notre humour, etc., trouvent leur comment dirais-je, leur moyen d'expression, eh bien, ça va déjà beaucoup mieux. Alors, autre question, pourquoi d'autres personnes, selon vous, ont-elles l'impression que leur corps est un étranger, voire même pour certaines personnes, elles parlent d'ennemis? Oui, en réaction aussi à la proposition du titre de cette conférence, comment mon corps peut-il devenir un ami? Et oui, certaines personnes disent, non, on en est très loin, mon corps est plutôt mon ennemi, donc peut-être pour différentes raisons. Alors, je crois que notre vie actuelle aussi, avec son rythme effréné, y est pour quelque chose. C'est-à-dire qu'on passe d'un écran à un téléphone, d'un téléphone à une tablette, d'un stimulus visuel à un stimulus auditif. Et tout ça va très, très vite. Et finalement, dans cette multitude d'actions-là, on n'engage plus notre corps dans sa globalité. Donc, on le perd, tout simplement. Je pense qu'on perd vraiment le lien, ou en tout cas, on perd la sensation d'avoir un corps. Et on perd la sensation et la perception de son corps. Ça peut être une première chose. Et puis, particulièrement pour les personnes à haut potentiel, il peut y avoir, à mon sens, je ne sais pas ce que vous allez en penser, ce que les personnes qui nous écoutent vont en penser, mais il peut y avoir un rejet du corps aussi, plus ou moins conscient d'ailleurs. Parce que il y a peut-être un besoin de contrôle. C'est-à-dire qu'une personne à haut potentiel a souvent un peu la terreur de ce qu'elle ne contrôle pas. Il y a souvent de l'anxiété. Et l'anxiété, elle a besoin de contours, elle a besoin de limites, elle a besoin de sens. Et le corps, par définition, il est assez incontrôlable en fait, et assez illimité. Il est mouvant, on ne contrôle pas la mort, on ne contrôle pas la maladie, on ne contrôle pas nos réactions perceptives, émotionnelles. Donc, effectivement, les personnes à haut potentiel peuvent plus ou moins consciemment mettre tout ça de côté, puisque du coup, être en lien avec son corps demande une forme de lâcher prise de nos modes de contrôle habituels. Et c'est vrai que rentrer en lien avec son corps, c'est non pas quitter son mode intellectuel ou son intelligence intellectuelle, mais peut-être en réduire la prédominance pour pouvoir laisser exister une autre forme d'intelligence, une intelligence de l'éprouvé, du sensible, de la perception, une intelligence corporelle en fait. Et ça, il ne s'agit pas de l'accepter qu'avec notre tête, pour le coup, il s'agit aussi de l'accepter avec notre corps. Parce que nos angoisses, elles ne sont pas que dans les idées qu'on se raconte, elles sont aussi vécues dans nos tissus. Tout à fait. Et il y a tout un cheminement comme ça pour donner d'autres informations et apprendre à s'apaiser par rapport à ça. Mais c'est pas forcément le fait de ne pas maîtriser et le fait de se laisser surprendre par potentiellement ce qu'on va découvrir, c'est pas forcément facile pour une personne à haut potentiel. Comment on peut faire évoluer notre rapport au corps, devenir ami, se réapproprier son corps ou encore l'apprivoiser? Comment est-ce qu'on peut bien faire ça? Oui, alors je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire et chacun va pouvoir puiser dans cette plénitude de choses à faire. Il y a un auteur américain que j'aime bien qui s'appelle Bob Stahl et qui qui écrit sur la méditation. Il propose notamment des méditations, des retraites de méditation vipassana. Il est assez influent dans ce domaine-là.
Et il a une très belle formule qui dit ce que je fuis me poursuit et ce que j'accueille me transforme. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de cet accueil de son corps et de tout ce qui s'y passe. Même si on n'a pas envie et même si ça fait peur pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et donc, peut-être on peut faire le parallèle avec, pour cette question de comment on va à la rencontre de quelqu'un qu'on ne connaît pas, comment on va à la rencontre d'un étranger dans la vraie vie, s'il s'agit d'une personne. Je crois que quand on a envie de rencontrer quelqu'un, la première chose, c'est d'en avoir vraiment envie et du coup, d'être prêt à se laisser altérer par la rencontre et d'être prêt à se laisser surprendre peut-être, à se laisser enseigner, même on peut aller jusque-là, par la personne qu'on va rencontrer. Qu'est-ce qui va être important si on a envie de rencontrer quelqu'un, une personne? Ça va être de créer les bonnes conditions pour que cette rencontre soit possible. Si on a envie de discuter avec quelqu'un, mais qu'on se rencontre en boîte de nuit avec un volume sonore pas possible ou dans un cinéma alors que le film est en train de se dérouler, ça va peut-être pas forcément fonctionner. Donc, créer les conditions qui vont correspondre à ceux qu'on a envie de rencontrer. Voilà. Ensuite, je pense qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi on a envie de rencontrer son corps. Quel est son besoin propre? Et ça appartient vraiment à chacun. Par exemple, est-ce que j'ai besoin de mieux me connaître? Est-ce que j'ai besoin de connaître mes limites? Dans ce cas-là, on va pouvoir envisager, pourquoi pas, un sport ou du yoga. Le yoga, on peut ne pas le croire, mais le yoga est vraiment une discipline dans laquelle on se confronte à ses limites. C'est une discipline très, très difficile, moi, je trouve. Est-ce que la personne a plus besoin, par rapport à son corps, de se défouler? À ce moment-là, évidemment, il y aura des sports, etc. Est-ce que la personne a plus besoin d'ancrage? Est-ce qu'on a besoin de se sentir plus relié, là, moins dans la tête, moins dans nos pensées, moins dans nos rêveries, mais plus dans le concret? Donc, à ce moment-là, je ne sais pas, on pourra faire de la danse africaine, de la batterie, des disciplines qui vont nous aider à donner ce poids-là. Est-ce qu'on a besoin de douceur? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont assez... dans un rapport au corps dur, des personnes qui n'ont peut-être pas été touchées, enfants, etc. Donc là aussi, souvent, c'est bon de regagner un rapport doux et bienveillant à son corps. À ce moment-là, il y a beaucoup de techniques. Je pense au massage, évidemment, mais il y en a d'autres. Il y a des personnes où la priorité, ce sera le soin de leur corps. Donc, à ce moment-là, on a parlé de l'alimentation, on a parlé peut-être de ces approches, les thérapies qu'on dit holistiques, c'est-à-dire qui prennent en compte la globalité de la personne. Ça peut être intéressant pour les personnes à haut potentiel. Et pour clôturer, ce que j'aurais envie de vous demander, c'est si vous aviez 3 clés à donner aux personnes qui nous écoutent pour que ce corps devienne une ressource, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui nous écoutent? Alors, je dirais ayez confiance dans ce que vous êtes, tel que c'est. Que ce soit en pleine santé ou avec des petits troubles ou avec des maladies, voilà. Même si c'est difficile évidemment quand on souffre, mais ayez confiance dans le processus du vivant, ayez confiance dans votre corps. Autorisez-vous à trouver les environnements qui vous conviennent. Et par environnement, j'entends relation, j'entends lieu, j'entends alimentation, j'entends activité qui accueille le corps. Soyez curieux, il y a beaucoup de ressources à explorer en fait dans ce corps, dans ces perceptions. On peut peut-être finir avec une phrase de William Blake que j'aime beaucoup et qui dit « Si les portes de la perception étaient purifiées, chaque chose apparaîtrait à l'homme comme elle est, infinie. » Et je trouve que c'est une jolie manière de le dire. Et je pense qu'il y a tellement de choses à découvrir. Tout à fait. La curiosité est vraiment une qualité importante, une belle qualité qui, je pense, fait partie du vécu de beaucoup de personnes à haut potentiel. Donc, explorer cette curiosité, avec cette curiosité en tout cas. Merci Julie, merci pour ces échanges très, très intéressants.
Si vous avez apprécié cette vidéo, bien dites-moi en commentaire si vous voulez bien ce qui vous a le plus parlé ou tout simplement mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous envoyer de nouvelles versions. Alors, si vous souhaitez avoir accès à l'intégralité de ces vidéos avec de nombreux exercices pour faire de votre haut potentiel et votre hypersensibilité une force, eh bien, je vous invite à découvrir le pack potentiel qui reprend tous les thèmes depuis le début des différents congrès de Once avec toutes les interviews et des ressources inédites. Alors, pour tout savoir, rendez-vous tout simplement en description de cette vidéo et vous aurez toutes les informations. À bientôt!